Alors que vous dormiez paisiblement, des yeux vides et sombres hantent vos rêves. Vous vous réveillez alors que le son d'une alarme transperce le silence des dortoirs endormis. Vous frottez vos yeux ensommeillés et le regard que vous jetez autour de vous confirme votre première impression. Le sommeil des autres a dû être aussi troublé que le vôtre. Une salle pleine de personnes qui ont fait des mauvais rêves. Un homme, dans le fond, armé en uniforme, gueule un ordre et la journée commence. Vous titubez vers la porte. Après vous être habillé. Une douleur pulse dans votre tête, comme chaque matin, comme tout le monde. Vous répétez mentalement la liste, comme chaque jour, comme ils vous ont dit de le faire. Votre nom? Évidemment que vous connaissez votre nom. Où êtes-vous? À bord d'un sous-marin. Pourquoi êtes-vous ici? Vous préférez ne pas vous en rappeler, mais vous le savez. Des amis, de la famille? Ah, là ça devient flou. Vous voyez des enfants? Peut-être. Vous ne vous en souveniez pas hier. Mais si, c'est ça. Ils jouaient dans votre jardin, à côté de Pittsburgh. Mais vous n'avez jamais vécu à Pittsburgh. Vous vous en rappelez. Vous aviez une fille, mais elle est morte très jeune. Et vous n'avez jamais vécu à Pittsburgh. Pourquoi est-ce que ce souvenir est aussi clair? Ils vous avaient dit que cela arrivait. Ils avaient dit qu'ils étudiaient quelque chose dans l'eau, un produit chimique qui provoque des hallucinations. Vous n'y connaissez pas grand-chose en science, mais vous vous doutez que c'est probablement radioactif. Comme ces gens qui ont eu le cerveau grillé quand ils ont bombardé le Japon. Vous vous arrêtez une seconde, en vous demandant si eux aussi se souviennent de choses qu'ils n'ont jamais vécues. Vous vous rassemblez tous dans les 3 halls, où on procède aux assignations pour la journée. Vous êtes 12. Mais est-ce que vous n'étiez pas 13 la semaine dernière? Peut-être pas. Vous ne le savez plus. Ne vous inquiétez pas pour votre mémoire, vous ont-ils dit. Elle reviendra dès que nous serons remontés à la surface. Êtes-vous remonté une fois depuis le début? Vous ne sauriez pas dire, si vous avez déjà pu vérifier que votre tête arrête de vous faire mal là-haut. Et si vous l'avez fait, est-ce que vous en rappellerez? Vous jurez que vous étiez 13 la semaine dernière. Vous saisissez une serpillière et vous vous mettez au travail. Une nouvelle journée enfermée, comme hier. Avant, vous voyez le psychologue tous les jours pour parler de votre ressenti. Vous l'aimez bien, lui au moins, vous voyez comme une personne. Il disait, appelez-moi Aman. Il vous questionnait sur votre famille, sur ce dont vous vous rappeliez. Est-ce que vous l'avez dit pour l'enfant de Pittsburgh? Il vous demandait de lui parler de vos parents, de vos souvenirs les plus anciens, de vos rêves. Vous trouviez qu'il avait un air inquiet. Vous la voyez sur les visages des autres prisonniers tous les matins. La terreur persistante. C'est le nom qui lui donne tous. Le docteur avait dit que c'était un truc de l'azote qui rendait les gens nerveux. Il voulait dire que vivre dans un tube en métal sous pression n'aide pas. Vous l'avez cru? Mais la goutte de sueur perlant sur son front n'avait pas aidé non plus. Vous continuez à passer la serpillière, mais un membre de l'équipage arrive, vous attrape et se met à vous secouer. Il vous dit de rentrer au dortoir. Combien de temps avez-vous travaillé aujourd'hui? Ça ne peut pas faire plus de 15 minutes. 10 heures? C'est impossible, vous venez de commencer. Vous retournez donc à votre couchette, ne vous arrêtant que pour prendre une douche rapide et froide. Vous vous glissez dans votre lit avec les autres, et vous endormez lorsqu'on vous l'ordonne. Personne ne veut rester debout. Et pourquoi le voudra-t-il? De toute façon, aucun d'entre vous ne se rappelle assez bien de sa journée pour en parler plus de quelques minutes. Il y a un lit vide à côté de vous. Votre voisin du dessus fait remarquer qu'il y avait quelqu'un dans la nuit dernière. Non, c'est faux. Ce lit est vide depuis la première nuit. Une fois endormi, vous flottez au cœur des ténèbres. Vous sentez un vent froid vous glacer, puis vous tombez, longtemps. Au-dessus de vous, il n'y a que des yeux vides et sombres. Vous êtes réveillé par l'alarme le lendemain matin. Vous émergez de votre lit et vous vous habillez. Vous récitez votre liste. Évidemment que vous connaissez votre nom. Évidemment que vous vous souvenez de la vieille femme que vous avez tuée. Évidemment que vous vous souvenez de votre femme à Omawa. Vous avez vécu là-bas pendant 3 ans, tous les deux. Ça n'a aucun sens. Comment pouvez-vous avoir tué quelqu'un à Savannah si vous vivez à Omawa? Oh, et puis bon, il y avait probablement une raison. Vous avez du mal à vous souvenir, vous demandez pourquoi. Il vous aligne contre le mur en attendant l'assignation. Le gars juste à côté de vous récupère la serpillière, comme toujours. Génial, vous voudriez bien avoir la serpillière pour une fois. Au lieu de ça, vous devez vous occuper du nettoyage des toilettes tous les jours. C'est dégueulasse. Le membre de l'équipage s'arrête devant vous. Il lit une liste de noms. Il échange un regard avec un autre, à côté, et il vous emmène à l'arrière du navire. Vous vous souvenez soudain que vous n'avez jamais été à l'arrière. Vous demandez ce que vous allez faire aujourd'hui, et ce n'est qu'en arrivant que vous vous rendez compte que vous n'avez pas demandé. Il y a un autre gars en blouse blanche. Il se présente, mais vous ne retenez pas son nom. C'était un nom étrange de toute façon, un nom très long, quelque chose comme Paki ou un truc dans le genre. Il dit qu'il a besoin que vous collectiez un échantillon d'eau à l'extérieur pour l'analyser. Ça vous semble facile. Vous et votre mari Iron avez fait de la plongée pendant des années, à Brisbane. L'homme sourit et serre votre main. Il dit qu'il compte sur vous. C'est une partie très importante du travail que nous essayons de faire ici. Il dit que quand vous aurez fini, vous pourrez rentrer à la surface. Vous souriez et acquiescez. Quelque chose dans son visage vous inspire confiance. Ça fait longtemps que personne ne vous avait dit que vous valez quelque chose, que vous étiez utile. En fait, vous ne vous souvenez même pas de la dernière fois qu'on vous a dit du bien de vous. Vous vous efforcez de faire de votre mieux. Et qui sait, peut-être que quand vous sortirez d'ici, vous pourrez travailler pour ces gens, retrouver votre vie, devenir enfin quelqu'un, rendre quelqu'un fier de vous. Vous enfilez une combinaison de plongée, et quelque chose vous semble familier. Dans votre esprit, vous vous rappelez avoir déjà enfilé cette combinaison, avant. En fait, vous vous souvenez même plus que cela. Vous marchiez à nouveau dans le couloir, ce qui est étrange parce que vous n'avez jamais été ici avant, et étiez sélectionné parmi les autres. En vous éloignant, vous avez regardé sur la droite, et vous vous êtes vu, debout, au milieu des autres. Comment est-ce possible? Le docteur remarque votre peur, et essaie de vous rassurer. Il dit qu'il comprend, et que c'est juste l'eau. Vous prenez une grande inspiration, et vous vous calmez.
Il vous installe dans le sas, attache un filin dans votre dos et une lampe sur votre épaule. Il vous tend un sac de nylon contenant des éprouvettes. Juste quelques échantillons, provenant de différentes zones. Ça ne vous prendra pas plus de quelques minutes. Vous acquiescez, vous êtes confiant, vous êtes impatient de sortir du sous-marin, même quelques instants, mais quelque chose semble anormal. Alors que le sas se remplit d'eau, tout ça vous semble de nouveau familier. Et la peur vous reprend. L'eau atteint vos épaules, et vous retournez pour regarder encore la porte du sas. Il n'y a pas de hublot, personne ne peut vous voir. L'eau atteint votre tête, puis la dépasse. Tout s'étouffe et ralentit autour de vous. Et la peur revient. Vous ne pouvez pas échapper à l'impréhension. C'est comme si vous avez déjà fait ça avant, et que quelque chose, vous n'avez pas le temps de démêler vos pensées, avant que la porte extérieure ne s'ouvre et que la pression de l'eau vous expulse vers l'avant. Vous entendez une voix dans votre tête, et reconnaissez le docteur. Il vous rappelle d'allumer votre lampe, vous la faites. Ça ne vous aide pas vraiment, mais le sous-marin derrière vous tourne sur lui-même et allume ses phares. Vous sentez quelque chose de bizarre dans votre estomac. Vous flottez suspendu au-dessus des ténèbres qui s'étendent à l'infini. L'eau vous entraîne lentement d'avant en arrière. Vous entreapercevez des formes à la limite de votre champ de vision, mais il fait trop sombre. Vous nagez un peu vers l'avant, le sac d'éprouvettes serré dans votre main droite. Vous vous sentez libre pour la première fois depuis longtemps. Du moins, d'après vos souvenirs. Vous êtes le seul ici. Pas d'alarme, pas de toilette à nettoyer, rien à laver, seul le silence et quelque chose à faire. Mais vous n'êtes pas tout à fait seul. Quelque chose commence à vous picoter au plus profond de votre esprit. Quelque chose d'inné et fondamental. Une part de votre conscience qui dévore la conscience. Alors que vous ouvrez la première fiole, vous sentez quelque chose dans votre moelle. Quelque chose qui vous donne des sueurs froides. Vos pensées s'emballent. Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que vous ne deviez pas faire quelque chose? Vous regardez autour de vous et réalisez que vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes sous l'eau? Mais où? À quelle profondeur? Jusqu'où devez-vous aller pour remonter à la surface? Vous regardez vers le haut et ne voyez que les ténèbres. Vous n'avez pas quelque chose à faire? Une voix rassurante dans vos oreilles vous dit de nager encore un peu plus loin. Vous sentez quelque chose d'anormal dans cette voix, mais vous obéissez. Vous ne savez plus vraiment ce que vous faites. Votre corps agit seul. Vous sentez le voile de l'oubli recouvrir lentement votre esprit. Vous avez seulement parfois du mal à vous rappeler les choses, c'est toi. Mais votre corps résiste, comme s'il essayait de combattre une maladie. Votre esprit se défend. Vous vous rappelez de votre nom? Vous le pourriez parfaitement si vous en aviez vraiment besoin. Vous l'avez sur le bout de la langue d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez commencé à travailler comme docteur à la Fondation SCP. Quoi? Vous clignez des yeux et continuez à avancer. Sont marquées les ombres ondulant à la limite de votre champ de vision. Vous êtes tombé d'un bateau de pêche et vous avez coulé pendant longtemps. C'est comme ça que vous êtes arrivé ici. Mais pourquoi portez-vous une combinaison de plongée? Je cherche quelque chose dans l'eau. Des échantillons? Des échantillons de quoi? Dans un bateau de pêche? Des échantillons d'eau, ou alors de poisson. Quelque chose bouge devant vous. Vous le voyez? 1 minute. Vous essayez de vous souvenir. Il y avait clairement un bateau et d'autres personnes. Vous vous êtes perdu et vous ne savez plus comment retrouver votre chemin. Vous n'arrivez plus à vous rappeler. Vous vous rendez compte que la voix dans votre tête est partie. Vous vous rendez compte que vous ne souvenez plus de votre nom. Vous regardez dans votre main droite, où il devait y avoir un sac d'éprouvettes. Mais non, vous n'avez rien dans votre main. Vous êtes ici, pour collecter des échantillons. Des échantillons de poissons, n'est-ce pas? Vous êtes un pêcheur. Quel est votre nom? Quelque part derrière vous, la lumière s'éteint. Dans l'obscurité de la mer, seule la lampe de votre épaule éclairant l'eau. Vous sentez une nouvelle fois cette impression de déjà-vu. Celle-ci est suivie immédiatement par une sensation de terreur. Alors que la tête de la créature apparaît devant vous, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu. Votre esprit redevient clair l'espace d'un instant. Et vous vous souvenez de vos rêves. Les mauvais rêves. Les rêves de silence et de ténèbres. Les rêves dans lesquels vous flottez au-dessus du néant. Les rêves avec ses yeux vides et sombres. Les rêves de l'anguille. La créature se redresse légèrement, et vous vous rendez soudainement compte de son immensité. Vous voyez son corps plier et s'étendre à l'infini dans les abysses. Vous voyez votre propre visage, ignorant que vous êtes le prochain, n'y prêtant pas la moindre attention, inconscient de la présence du dieu sombre qui vous fait face. Vous voyez l'anguille vous entourer soudainement, une longue ligne se tordant sans fin dans les abysses, terminée par une mâchoire s'ouvrant lentement, et les yeux vides et sombres. Vous voyez votre mère devant vous, elle vous emmène à l'église. Vous vous asseyez avec les autres fidèles et priez. Ce souvenir est réel, ce souvenir est réel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À l'intérieur de vous, une sorte d'instinct animal vous fait paniquer. Votre corps se replie sur lui-même. Vous essayez de regarder ailleurs, mais l'anguille est partout autour de vous. Vous respirez plus vite, et votre rythme cardiaque accélère. Vous poussez un cri de désespoir, les suppliant de vous ramener au sous-marin, les suppliant de vous entendre. Vous implorez Dieu et demandez son pardon. Vous demandez pitié. Vous priez pour que quelque chose vous vienne en aide. Tandis que vous êtes silencieusement ballotté comme un chiffon dans une tornade, vous implorez Dieu. Comme vous l'avez déjà fait tant et tant de fois. Mais Dieu n'est pas là. Votre esprit se raccroche à tout ce qu'il peut, mais il n'y a plus rien. Vous étiez là, vous n'y êtes plus. Il ne reste plus que la célébrité et la peur. L'anguille s'arrête un moment au-dessus de vous, bouche ouverte. Vous regardez vers le haut et implorez une dernière fois le pardon. Vous demandez une réponse à la question que vous ne vous souveniez plus. Mais vous demandez la réponse à quelque chose, quoi que ça puisse être. De la reconnaissance, une confirmation, ou de la gentillesse, ou de la malveillance, ou n'importe quoi. Mais alors que la gueule se rapproche et que votre esprit est dissous, la coquille qui était vous lutte pour émettre une dernière.
entendu au commandement. Les fichiers ci-dessous décrivent un danger sensitif de classe 8 et sont classifiés niveau 5 sur 3000. Tout accès non autorisé sera sanctionné. Entrez vos identifiants de sécurité de niveau 5 sur 3000. Identifiant validé. Objet, SCP-3000. Classe, Toumiel. Niveau d'accréditation, 5. Description de l'entité. SCP-3000 est une entité serpentine, aquatique, de taille massive, ressemblant fortement à une murène géante, Gymnothorax janavicus. La longueur totale de SCP-3000 est impossible à déterminer, mais est supposée être comprise entre 600 et 900 km. La tête de SCP-3000 mesure environ 2,5 mètres de diamètre, et les sections de son corps propre sont larges de 10 mètres de diamètre. SCP-3000 est une créature typiquement sédentaire, ne bougeant sa tête qu'en réponse à certains stimuli, ou lorsqu'elle est nourrie. La majeure partie de son corps est située dans et autour du cône abyssal du Gange, plus précisément dans plusieurs canyons, d'un bout à l'autre de la région, et il bouge très rarement. SCP-3000 est carnivore, et est capable de se mouvoir très rapidement pour abattre sa proie, en dépit de sa nature sédentaire. Malgré sa taille, il est théorisé que SCP-3000 ne nécessite pas de nourriture pour maintenir ses fonctions biologiques. De ce fait, la biologie interne de SCP-3000 est suspectée d'être également anormale. Malgré le fait que SCP-3000 excrète une fine couche de matière grise et visqueuse, classée sous le nom de Y909, voire l'addendum 3000.2 ci-dessous, à travers sa peau lorsqu'il consomme sa proie, le résultat de son processus digestif est pour le moment inconnu. SCP-3000 est une entité présentant un danger sensitif de classe 8. Une observation directe de SCP-3000 peut causer des graves altérations mentales. Tout individu observant directement SCP-3000, de même que toute personne se trouvant à une certaine distance, encore inconnue, de SCP-3000, ressent d'inexplicables maux de tête, une paranoïa, une peur généralisée, des crises de panique, ainsi qu'une altération ou perte de la mémoire. Ci-après se trouve une entrée du registre historique du site 151, rédigée par le Dr Eugene Gates, à propos de la découverte initiale de SCP-3000 et des effets ayant été subis. L'inquiétude se faisait sentir parmi toute l'équipe, pendant que nous descendions durant la première nuit. Je ne m'avancerai pas à supposer si ce sentiment était dû à notre incertitude, quand est-ce que nous apprêtions à découvrir ou à quelque chose de bien plus sinistre. Alors que nous poursuivions notre descente, William a commencé à transpirer abondamment. Quand on lui a posé des questions à ce propos, il n'a pu répondre, déclarant qu'il pensait rater quelque chose qu'il n'arrivait pas à déterminer. Pendant que nous continuions notre descente, il s'est mis à agir de manière de plus en plus erratique, jusqu'à s'adresser à moi en tant que Darlene, et manifestant une inquiétude relative à l'accomplissement des tâches auxquelles il était assigné. Des sentiments similaires étaient exprimés par les autres membres de l'équipage, mais William était celui qui les ressentait le plus. Sa résistance mémétique était de loin la plus faible parmi nous, mais c'était un biologiste, pas un mémétiste. Lorsqu'il est finalement entré en contact avec l'entité, il a commencé à gémir et nous avons dû le mettre sous sédatif. Je me souviens l'avoir entendu marmonner le mot non encore et encore, comme s'il n'arrivait pas à croire quelque chose. Il est devenu silencieux alors que nous approchions de la tête de l'entité, et lorsque je me suis retourné vers lui, quelque chose avait quitté son regard. Il ne clignait même pas des yeux pendant que nous effectuions notre descente finale. Aux alentours de 9h40, nous avons d'abord observé la tête de l'entité. L'inquiétude était palpable à ce moment-là. Plusieurs autres membres de l'équipage se sont plaints de se sentir embrumés et de ne plus se souvenir de ce qu'ils devaient faire. Le capitaine Ritter, qui était un homme, un vrai, a mis tout ceci sur le compte d'une intoxication à l'azote et les a forcés à continuer de s'approcher de l'entité. Lorsque nous fûmes à une 50aine de mètres, l'entité s'est lentement tournée afin de nous regarder. Encore aujourd'hui, je me souviens d'avoir observé cette chose, se tordre dans l'obscurité, et j'entends encore Williams aboyer comme un chien, dément à l'arrière du vaisseau. Il criait, se débattait, hurlant à propos de ce qu'il pouvait voir dans sa tête. Perkins et Harrison ont tenté de l'attacher, mais il s'est libéré et a fracassé sa tête contre l'un des hublots. Il l'a heurté si fort qu'il a fissuré la couche de verre intérieure. Les dégâts étaient si graves que nous avons dû remonter à la surface. Nous avons tenté de soigner Williams, mais il était déjà trop tard à ce moment-là. Il s'était réduit en bouillie tout seul contre la vitre, et en dépit du trauma, il a brièvement continué à parler, alors qu'il agonisait. Personne ne l'a noté, nous n'y pensions pas à cet instant. Mais je m'en souviens de façon suffisamment claire. Il a dit « Il n'y a rien, rien, rien ». Avant que nous ayons atteint la surface, plusieurs heures plus tard, William était mort. Sur le coup, je n'ai vraiment pas pensé à ce qu'il disait. Je pensais qu'il s'agissait juste d'un délire, d'un homme rendu fou par les profondeurs. Je n'avais rien de mieux à penser. Mais encore aujourd'hui, je peux toujours voir les yeux de cette créature. Je les vois suspendus dans l'obscurité, illuminés par une lumière dont je ne parviens pas à déterminer la provenance. Et je ressens la terreur persistante qu'a dû ressentir Williams durant cette nuit dans le sous-marin.
alors qu'il était submergé par ce vide d'où cette infâme chose s'était extirpée. Procédure de confinement spéciale. La zone où est confiné SCP-3000, actuellement une région du golfe du Bengale d'environ 300 km de diamètre, doit être soumise à des patrouilles régulières par les navires de la Fondation. En aucun cas, des civils ne sont autorisés à effectuer des explorations abyssales ou de la plongée sous-marine dans la zone de quarantaine. Les individus suspectés d'avoir eu un contact avec SCP-3000 doivent être confinés et placés en quarantaine. Leur cas devra être traité sur le site 151. Les individus affectés par les propriétés anormales de SCP-3000 devront être maintenus en confinement indéfiniment. Le sous-marin de la Fondation SCPF, Eremita, doit surveiller la principale section du corps de SCP-3000, actuellement situé dans le cône abyssal du delta du Gange, à environ 0,7 km sous le golfe. L'Eremita est chargé de mener à bien le protocole ATSAC et les réglementations relatives au personnel à bord du vaisseau sont sujettes aux directives du dit protocole. Pour une description complète du protocole ATSAC, voir l'addendum 3000.2. Il n'y a actuellement aucun remède connu à l'exposition de SCP-3000. De ce fait, les individus affectés doivent être confinés et mis en quarantaine pour un examen approfondi. Les individus se trouvant à bord du SCPF Eremita n'ont pas l'autorisation de quitter le vaisseau, sauf pour l'exécution des procédures nécessaires au protocole ATSAC. Les individus quittant le vaisseau sans autorisation appropriée doivent être considérés comme perdus. En aucune circonstance, un individu ne doit être autorisé à interagir avec SCP-3000 sans autorisation. Découverte. SCP-3000 fut découvert en 1971, peu après que 2 bateaux de pêche bangladais et leur équipage de 15 pêcheurs furent portés disparus, après avoir dérivé près de la côte indienne. Étant donné que l'état du Bangladesh était encore un état récemment constitué et avait été sujet à des persécutions politiques significatives de la part du Pakistan, cet incident attira largement l'attention des médias du monde entier, craignant qu'il ait été causé par une attaque étrangère. Le déploiement par les gouvernements locaux d'unités côtières ne permit pas de retrouver les navires disparus, et ne servait qu'à alimenter l'hystérie médiatique. Les chercheurs de la Fondation stationnée à Calcutta purent cependant identifier des similitudes entre ces disparitions et un autre incident les précédents de 2 ans. Une opération de recherche poussée, menée à l'aide de compteurs de Marriott Pechler, put révéler la localisation des 2 bateaux ainsi que la présence d'une masse jusqu'alors jamais enregistrée, loin sous la surface du golfe du Bengale. L'investigation conséquente, menée par des plongeurs de la Fondation, permit de découvrir l'existence de SCP-3000. La zone fut rapidement sécurisée et les procédures de confinement actuelles mises en place au mois d'avril 1972. Le protocole ATSAC fut conçu au mois d'octobre 1998. Addendum 3000.1. Journal d'exploration du contact initial. Ce qui suit est la transcription des enregistrements audio recueillis lors du contact initial avec SCP-3000 effectué par des plongeurs en eau profonde. Jusqu'ici, aucun plongeur de la Fondation ne s'était approché à moins de 300 mètres de SCP-3000. Les plongeurs avaient pour mission d'évaluer la créature et de déterminer la source de l'épais fluide gris qui avait pu être observé flottant autour de sa tête. L'équipe de plongée était composée de 3 membres de la FIM Orion 9, Martin Pêcheur, menée par FIM O9 Alpha. L'équipe fut déployée depuis le sas du sous-marin SCPF Stravinsky, armé par la Fondation. Tous les plongeurs étaient équipés de combinaisons pressurisées ainsi que de projecteurs frontaux. De plus, un système de câbles en forme de T reliait FIM O9 à Alpha, à Bravo et Foxtrot. C'est bon, Central. Nous sommes dans le SAS. Prêt à partir. Reçu. Allez-y et rapportez vos observations. Orion 9 Alpha, au rapport. Orion 9, Bravo, au rapport. Très bien les gars, nous sommes en position à environ 500 mètres de la créature. Vérifiez que vos sangles sont bien ajustés. On ne voudrait pas que l'un de vous se retrouve isolé là-bas. Quelle est la visibilité maximale à cette profondeur, Centrale? Attendez. Environ 3 mètres. Donc c'est putain de sombre. Compris. Pourquoi sommes-nous aussi loin? La taille de cette chose est difficile à estimer, et elle s'enroule sur elle-même à plusieurs endroits. On ne peut pas s'approcher plus près parce que son corps prend trop de place. L'entité n'a pas bougé depuis 3 semaines. Pas du tout. Affirmatif. Elle bouge un petit peu avec le courant, mais à part ça, rien. Si la première équipe à descendre ici n'avait pas observé un mouvement de sa tête, on ne pourrait même pas dire si elle est vivante ou morte. C'est rassurant. Ok, les sangles sont bien serrés. Remplissez le SAS. Confirmé. Vous allez bien, vous deux? Ça va. Putain, c'est froid. Espérons qu'on ne sera pas là très longtemps. Dans ce cas, allumez vos torches les gars, on est parti. Hey Alpha, je sais peut-être pas le moment pour demander ça, mais je ne me rappelle plus comment allumer ma lampe. Et Votre lampe est allumée, Foxtrot. elle quoi? Comment m'avez-vous appelé? Par votre désignation, Mulaney. Foxtrot? C'est moi, Foxtrot. Chef. Attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas ce que vous entendez par désignation. C'est le nom par lequel on t'appelle, Bravo. Bordel, mais qu'est-ce que... Qui est Bravo? Merde, attendez, j'allais dire un truc. Bah oui, vous êtes toujours là? Attendez. Revenez au central. Hey, on a un problème là. Je ne sais plus qui... On a l'air d'avoir un problème avec les désignations. Je ne sais plus où on va. Où est-ce qu'on est exactement? Putain, vous sentez ça les gars? J'ai un horrible mal de tête. C'est comme si des picotements dans mon cerveau ou quelque chose comme ça. Équipe de plongée, vous subissez peut-être des altérations néfastes de vos fonctions cognitives. Continuez à avancer, et nous vous donnerons plus d'informations à mesure que nous les recevons. Reçu, central. Notez que Foxtrot a, terrible mal de tête. Je pense que...
Allons-nous dans la bonne direction? Nous ne voyons rien. Vous êtes à peu près à 150 mètres de la tête de l'entité. Alpha, vous devriez bientôt avoir un visuel. Central, je ne vois rien. Où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est presque bon. Alpha, équipe de plongée, nous détectons un mouvement de l'entité sur le radar. Bah oui, je ne vois rien ici. Qu'est-ce qu'on est supposé regarder? Tout ce que je vois, ce sont les ténèbres. Il y a un vent infect et glacé qui souffle. Nous poussons vers un rivage que je ne peux pas voir. Ferme-la. Central. Bah oui, ne réagis plus. Je demande l'arrêt immédiat de la mission. Attends une seconde. Sur les rives du néant, à quelques pouces de l'oubli, il y a un mal dans mon esprit, donc je sais qu'il ne peut être soigné. Devant moi, seulement le noir, et une seule paire de yeux sombres. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Équipe de plongée, nous allons immédiatement vous rapatrier. Nous avons des raisons de penser que... Bah oui, c'est toi? Comment est-ce possible? J'ai pelleté la terre à ton... J'entends quelque chose par ici. Alpha, ta lampe, allume ta putain de... Du silence, rien que du silence, ma conscience se délite, et seulement. Équipe de plongée, quelque chose se déplace vers vous. Je répète, quelque chose vient vers vous. Préparez-vous à rentrer haut. Ah, c'est de la merde. Je vois rien. À quelle distance sommes-nous deux? C'est juste là. Bordel, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Merde. Et seule restera la murène. Alpha? Alpha? Bravo? Foxtrot? L'un de vous m'entend? Oh, Dieu merci. Bravo. Vous devriez parler plus fort. Nous ne pouvons pas. Quelque chose a bloqué le treuil entre vous et nous. Nous ne pouvons pas. Ouvre la bouche. C'est si sombre. Il y a... Ah! Où suis-je? Bah oui, comment est-ce possible? J'ai pelleté la terre. Milanei, nageons. Éloignons-nous. Il n'y a que des ténèbres. Nageons. Seulement. Foxtrot, Alpha, bravo. Parlez-moi. Restez calme. Que se passe-t-il? Il l'a mangé, putain. Il est parti et il l'a tout pris en entier. Bordel. Alpha, qu'est-ce que tu fais? Alpha? Coupe cette putain d'attache. Alpha, ça nous tire dedans. Qui? Bordel. Ah. Alpha, bravo, vous nous recevez? Alpha, bravo, vous nous recevez? Ici, bravo, je flotte dans le noir. Je peux voir des formes bouger à travers le brouillard, mais elles sont dures à distinguer. J'ai coupé mon câble. Alpha n'a pas voulu. Je crois qu'il est parti. Je ne vois plus sa lampe. Pris en compte, nous arrivons. Attendez, laissez-moi juste réfléchir une seconde. La cognition, cette chose, ça ne fonctionne plus quand on est à proximité. Votre cerveau ne peut plus former de pensée. Ça fait mal. C'est comme mourir et... Bravo, vous avez l'entité en visuel. C'est dans ma tête, les gars. Enroulé là-dedans comme un serpent et ça a quelque chose de caustique. Je peux le voir, juste devant moi. Ça ne fait rien, ça ne bouge pas. Ça attend juste la bouche ouverte. Je pense que ça finit de manger. Ce fluide filtre à travers la peau autour de sa tête, à environ 1 mètre. Rien que de regarder ce truc me fait comme si tout tournait. J'ai envie de vomir. Ma tête ne fonctionne pas bien. Il y a un mort sous le plancher et un autre dans le... Attendez, c'est faux. C'était pas moi qui ai dit ça. Bravo, nous allons envoyer un équipage pour vous rapatrier. Tenez bon. Oh non, ne faites pas ça. Non, vous devez vous entraîner à ne pas sentir les choses que je ressens. Sinon, ça va vous envahir. Peut-être que ça sera le cas, qui sait. C'est comme la fin du monde ici, les gars. Mon cœur s'emballe, et je pense que je suis en train de mourir. Simplement... J'ai pris un échantillon. Je l'attacherai à l'un de ces petits ballons, et le laisserai flotter. Vous pourrez le récupérer plus tard. Ne passez pas trop de temps autour de ce truc. Votre esprit, ça... Bravo. Je pense que je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Je sais que je suis en train de mourir. C'est ça. Je veux juste partir d'ici. Vous savez, je suis en train de me dire que... N'envoyez plus personne ici. C'est si sombre.
Durant la demi-heure suivante, le SCPF Stravinsky a tenté de s'approcher de O9 Bravo, sans succès. Le central a continué d'essayer de communiquer avec O9 Bravo, mais Bravo est devenu de plus en plus intelligible avant de finalement devenir complètement silencieux. La radio de Bravo est restée active pendant les 3 jours suivants, et une respiration intermittente a pu être entendue jusqu'à ce que la radio cesse de fonctionner. Addendum 3000.2, protocole ATSAC. Top secret. Documentation officielle de la Fondation SCP. Protocole 151 Hollister ATSAC. Ce protocole régit des interactions avec une entité représentant un danger sensitif de classe 8, SCP-3000, et en tant que tel, est classifié niveau 5. Préface. Le protocole suivant a été développé en collaboration avec des chercheurs du site 29 et du site 50, ainsi que ceux postés du site 151. Plusieurs parties peuvent avoir été supprimées pour censurer des informations dépassant cette accréditation. Toute personne travaillant sur le site 151, ainsi que tout membre du personnel assigné au SCPF RMITA, doit strictement respecter ce protocole. Abstract. Le protocole 151 Hollister ATSAC a été développé et mis en place dans le but de trouver une stratégie de gestion du composant chimique Y909 excrété par SCP-3000. Information sur le protocole. Le composant Y909, originellement découvert par feu le docteur Adam Hollister, est un composant extrêmement important dans la fabrication de plusieurs composants amnésiques expérimentaux récents. Les amnésiques suivants en particulier contiennent une version raffinée du composant Y909. Classe A, version 2016, classe D, version 2016, classe E, version 2016, classe X, version 2017, classe XX7, version 2016, Supprimé. Supprimé. composant expérimental de classe ATSAC, composant expérimental de classe Foster, composant expérimental de classe Ellipse. L'ajout du composant Y909 a provoqué une amélioration marquée de la stabilité et de l'efficacité à long terme des amnésiques submentionnés. En moyenne, les amnésiques utilisant le Y909 montrent une perte d'efficacité 70% plus lente que leur homologue standard dans un stockage ou un entrepôt froid, et 52% plus lente que leur homologue standard à température ambiante. De plus, les individus s'étant vus administrer un amnésique contenant le composant Y909 ont montré une augmentation marquée de leur suggestibilité, de l'effacement de leur mémoire, et une diminution significative des effets secondaires additionnels, tels que nausées, vomissements, problèmes intestinaux, vision floue, maux de tête, insomnie, problèmes cardiaques et autres. Les individus traités avec ces amnésiques expriment une diminution plus significative des souvenirs intrusifs que ceux sans Y909, avec des individus exposés aux composants expérimentaux ne rapportant plus aucun souvenir intrusif, même après 5 ou 10 ans. En raison de l'efficacité de ces traitements contenant du Y909, le maintien de l'utilisation de ce composant dans les amnésiques est essentiel pour la Fondation. Cette utilisation massive du Y909 nécessite le maintien de sa collecte au court terme, et ce tant qu'un système synthétique de composants n'aura pas été découvert. Ainsi, le présent protocole dit que la façon dont ce composant doit être collecté sur SCP-3000, et la manière dont le personnel doit interagir avec SCP-3000. Ci-dessous se trouve un bref résumé de la procédure, des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans le dossier ATSAC complet. Les membres de la FIM Epsilon 20 Pêcheurs Nocturnes doivent préparer un sujet avant de l'envoyer au site de nourrissage. Un sujet de classe D doit être mis sous sédatif et équipé d'une combinaison de plongée pressurisée. Le sujet doit ensuite être attaché à un câble sous-marin à l'intérieur du sas arrière. Le sas doit être inondé et le sujet doit être remorqué par le câble vers le site de nourrissage. Après avoir rejoint le site de nourrissage, le câble doit être déconnecté de l'attache et ramené dans l'Eremita. Durant cette phase, le SCPF Eremita doit surveiller la position de SCP-3000 et ajuster sa trajectoire si l'entité commence à s'éloigner de son site de nourrissage. Le central fournira des instructions additionnelles durant cette étape si nécessaire. Le personnel à bord du SCPF Eremita doit surveiller SCP-3000 durant les sessions de nourrissage. Pendant ce temps, aucun membre du personnel n'est autorisé à quitter l'Eremita sans l'autorisation du commandement de la mission. Peu de temps après la consommation totale de la proie, SCP-3000 commencera à excréter de l'Y909 près de section principale de son corps. Une équipe spécialisée de plongeurs en haute mer doit sortir du SCPF Eremita par le sas arrière et approcher SCP-3000. La collecte du composant Y909 doit se faire durant la période de digestion de SCP-3000 qui est actuellement supposée se dérouler environ 2h30 après la consommation de la proie. Les équipes doivent retourner à l'embarcation de lancement avant la fin de cette période. Durant cette période, les effets habituels de SCP-3000 sont moins sévères, mais le central doit continuer à surveiller ses équipes pour prévenir les dégâts trop importants à leur fonction cognitive. Une fois que la collecte du Y909 est terminée, le personnel doit transférer la substance collectée dans des conteneurs sécurisés avant de retourner à la surface. Le directeur de la mission à bord de l'Eremita doit surveiller la substance au cours du transport. Addendum 3000.3, évaluation psychologique. Le chercheur de niveau 3, Venkatraman Krishnamurthy, a tenté de sortir par le sas arrière de l'Eremita sans équipement de plongée, mais a été rapidement maîtrisé, et le cycle du sas interrompu. Bien qu'ayant un CRV de 26, et n'ayant montré aucun signe de dépression ni fait de tentative de suicide avant son affectation à bord de l'Eremita, Krishnamurthy a été interrogé par le psychologue de l'équipe médicale, Anand Mahava, afin de mieux comprendre les effets potentiels de SCP-3000 sur sa psyché. Salut 24, comment tu te sens? Mal. C'est ce que j'ai entendu dire. Tu veux parler de ce qui est arrivé aujourd'hui? On n'est pas obligé si tu ne veux pas. On peut parler d'autre chose. Je suis fatigué, Anand. Je comprends. Cette affection a été stressante pour tout. Ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas le stress.
J'ai fait ça avant, j'ai été... En fait, je ne sais pas si j'ai fait ça avant. Tu l'as fait. Je ne m'en rappelle pas. Pas du tout. J'ai ressenti ces sentiments sans contexte. Comme si mon corps réagissait à des réflexes que je ne savais pas qu'il avait. Tout est tellement déconnecté, et essayer de tout maintenir ensemble et... Je suis juste fatigué. Quand as-tu commencé à te sentir comme ça? Depuis combien de temps sommes-nous là? Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus quand, honnêtement, je ne sais plus. J'aurais souhaité t'en dire plus que ça, mais je n'ai rien. Je cherche cet endroit dans mon esprit et il y a quelque chose d'autre. Ou parfois rien du tout. Que veux-tu dire par autre chose? J'ai fait des rêves appartenant à d'autres personnes, Anand. Je vois des visages que je ne reconnais pas. Des endroits dans lesquels je sais que je ne suis jamais allé. Ou peut-être que si. Je ne sais pas. Comment pourrais-je savoir ce qui est réel ou pas lorsque je ne peux pas croire mon propre esprit? Eh bien, je peux peut-être t'aider sur ça, 24. Nous pourrons parler des choses que tu as oubliées, et je peux... Ne me prends pas de haut. Je sais que tu l'as senti, Anand. Ton esprit s'embrume. Des morceaux de toi commencent à t'échapper. Tes souvenirs s'évanouissent, s'affaiblissant jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ou pire, remplacés. Tu vois des passés qui ne sont pas les tiens, des expériences que tu n'as jamais vécues. Tu commences à devenir une autre personne. Ou plus personne. 24, s'il te plaît, j'essaie juste de t'aider. Est-ce que tu sais au moins quel métier je faisais avant notre rencontre? Pense à ça. Je ne me souviens même pas comment on s'est rencontrés. Je sais ton nom, je sais que tu es psychologue, mais sommes-nous amis? Sommes-nous frères? Je ne sais pas comment je te connais. On travaille ensemble, je sais encore ça. Mais les autres choses, elles vont et viennent. Je ne sais pas si je suis marié ou si j'ai des enfants. Je vois. Et ça, c'était pas le pire de tout. Je sais que c'est en train de m'arriver. Je sais que mon esprit tombe en pièces. Mais il y a quelque chose d'autre ici aussi. Quelque chose qui s'élève de la fumée de ma conscience pas encore éteinte. Cette murène. La murène. Je ne me souviens pas de ma mère. J'entends sa voix, mais je ne me souviens pas de son visage. Je ne me rappelle pas de son odeur ou comment elle... Mais je me souviens de ce qu'elle m'a dit à propos des dieux. Il y a un dieu, appelé Anantashesha. Un serpent, le roi des serpents, supposé être allongé aux pieds de Vishnu dans le cosmos. Un dieu serpent à 6 têtes, c'est quelque chose, pas vrai? C'est... Oui, je connais. Ah, bien sûr, je suis désolé. J'avais oublié. Elle... Je ne me rappelle pas bien, mais je me souviens qu'elle m'a dit comment Anantashesha restera après la fin, contemplant les ténèbres après la fin du monde. Elle a dit ça. Quand la lumière de l'univers aura disparu, tout ce qui restera sera Anantashesha. J'ai travaillé durant toute ma vie pour la Fondation, aussi loin que je me rappelle. J'ai lutté pour me faire un nom et ma réputation, et fait tout ce que je pouvais faire pour laisser... quelque chose, n'importe quoi. Une sorte de trace qui dit que j'étais là. Mais... Quoi? Je pense que SCP-3000 est Anantashesha. Je pense que cette aberration, cette traîtrise de la cognition est le résultat de notre proximité avec un dieu. Pas juste un dieu, mais un dieu qui existe à travers le temps, qui est tout à la fois et même au-delà. Peut-être qu'une partie du néant au-delà des rivages du temps est tout aussi bien une part d'Anantashesha. Peut-être qu'il agit comme un conduit, un genre de... 24, s'il te plaît, nous sommes des scientifiques. Non, laisse-moi finir. Au mépris du néant qui vient après tout ça, il y a Anantashesha. Il y a une chance que mes souvenirs puissent vivre, qu'on se rappelle de moi comme les souvenirs que j'ai vus m'ont traversé. Je n'ai pas de preuve de ça. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux et que j'ai vu ce qu'il m'a montré, j'ai eu peur. Je ne suis qu'un homme médiocre, Anand. C'était une peur que j'ai refusé de reconnaître pendant des années. Une peur d'être l'insignifiant. La peur que personne ne sache qui je suis lorsque je mourrai. Peur d'être oublié. Peur que ma vie n'ait aucun sens. Peur d'être seul. Peur de mourir. Il y a une terreur en moi que je n'arrive pas à accepter, Anand. Je ne vais pas te mentir et te dire que la gueule de ce serpent ne me terrifie pas aussi. Mais entre ça et le noir infini que j'ai regardé, j'ai fait mon choix. Addendum 3000.4,
Journal audio et vidéo de l'incident. Après 2 jours de confinement dans une cellule de sécurité à bord de l'Eremita, il a été ordonné de lever l'ordre de détention du professeur Krishnamurthy, en accord avec le protocole ATSAC. 3 heures après que le docteur Krishnamurthy ait été libéré de sa cellule, l'incident suivant s'est déroulé. Krishnamurthy se tient à l'entrée du sas arrière de l'Eremita. Le sujet est dos à la caméra la plus proche. L'alarme de proximité se déclenche. Les projecteurs extérieurs s'activent. SCP-3000 n'est toujours pas visible. Le central est averti et les moteurs de l'Eremita s'enclenchent, se préparant pour les manœuvres d'évitement. Krishnamurthy est effrayé par l'alarme de proximité. Il semble commencer à paniquer. Le sujet continue à regarder l'entrée du sas arrière. Le sujet se tourne brièvement vers la caméra la plus proche et semble être en train de pleurer. Krishnamurthy s'approche doucement du sas arrière et ouvre la porte du sas. Le sujet entre dans le sas et la porte du premier accès se referme hermétiquement derrière le sujet. La caméra intérieure du sas enregistre Krishnamurthy regardant la porte extérieure du sas durant 2 minutes, immobile. Après 2 minutes, le sujet s'écroule sur le sol. Toutes les caméras tremblent alors que les turbines principales se mettent à tourner. SCP-3000 est visible sur le radar, approchant du SCPF Eremita. SCP-3000 n'est pas visible sur les caméras extérieures. Krishnamurthy se relève et s'approche du vestiaire de combinaison de plongée. Le sujet enfile une combinaison de plongée à haute pression et se dirige vers la commande de contrôle des portes extérieures. Le sujet actionne le loquet de la porte extérieure. La caméra intérieure du sas est obstruée par l'eau qui jaillit. Une deuxième alarme est déclenchée par la brèche du sas. Le personnel sur le pont tente de fermer le sas, mais Krishnamurthy en est déjà sorti. Krishnamurthy se tient dans l'eau, à l'arrière de l'Eremita. Éclairé par les projecteurs, le sujet ne bouge pas. SCP-3000 sort lentement des ténèbres. Krishnamurthy reste immobile. Les caméras extérieures tremblent, tandis que l'Eremita commence à reculer vers Krishnamurthy. Des équipes de secours se sont rassemblées dans la chambre du sas. SCP-3000 approche de Krishnamurthy. Sa bouche commence à s'ouvrir. L'Eremita fait sonner son alarme extérieure, mais ni SCP-3000 ni le sujet ne semblent le remarquer. SCP-3000 se déplace juste au-dessus de Krishnamurthy. Le sujet semble regarder dans la bouche, maintenant largement ouverte, de SCP-3000. L'Eremita commence à faire un appel de phare avec ses projecteurs. Le sas s'ouvre. Anand, j'avais tort. Dieu, sauvez-moi. Ce n'est pas... Addendum 3000.5, journal personnel du Dr Manava. Les textes qui suivent sont des extraits de journaux personnels du Dr Anand Mahava. Le Dr Manava a tenu plusieurs journaux durant son affectation et a fait remarquer que c'était bénéfique pour contrer les propriétés psychologiques et affectant la mémoire de SCP-3000. Je suis venu pour enterrer 24, pas pour faire son éloge. Psychologiquement parlant, voir ses souvenirs affectés comme les siens l'ont été n'est agréable pour personne. Je ne devrais pas vraiment être surpris qu'il ait choisi de se soulager de ses souvenirs affectés, mélangés. Après tout, c'est vraiment anxiogène. Avoir été informé de ses effets ne change pas le fait que j'ai besoin de surveiller en permanence tout l'équipage, moi inclus, et nous rattacher à la réalité. Je dois maintenant soumettre un rapport psychologique complet détaillant ce qui s'est mal passé, pourquoi un membre de l'équipage s'est suicidé, et une analyse complète des moyens possibles pour empêcher que cela se reproduise à l'avenir au 05 et au directeur du site Nox, pour qu'il soit révisé et qu'un nouveau règlement soit écrit pour empêcher une telle tragédie de se répéter. Il a toujours été plus religieux, croyant que je ne le suis. Tout à la fin de sa vie, il était obnubilé par Ananta Shesha, un dieu serpent primordial dans la religion hindoue, et radoté à propos de l'éternité. Je ne vais pas remettre en cause la légitimité de ses croyances et de ses revendications, mais c'est un peu le cœur de l'énigme. Et je pense que je devrais me considérer chanceux que cette affectation soit relativement bénigne, comparée à mes précédentes. Je ne pense pas que ce soit une murène mythique. Anormale peut-être, mais pas si extraordinaire que ça. C'est amusant. J'ai passé ces 30 dernières années à ignorer tout ce que mon père a voulu m'apprendre de l'hindouisme. Et maintenant, je me creuse la tête en essayant de me rappeler de la moindre chose qu'il a pu me dire à propos de ça. Je dirais que c'est à cause de la murène, et pour être honnête avec moi-même, j'ai simplement essayé d'oublier tout ce qu'il m'a appris. Peut-être pas au début, mais certainement à la fin, je me souviens à peine à quoi il ressemblait. Mais je me souviens à quel point il était en colère quand je ne pouvais pas me rappeler des noms de mes grands-parents ou grand-oncles. Il ne cherchait qu'à préserver son héritage, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le contrarier. Sur son lit de mort, il m'a supplié d'accomplir les derniers rites après sa mort. Il avait même écrit les instructions, mais j'étais tellement fâché que je les ai déchirées devant lui. Je ne peux même pas me rappeler pourquoi. Le seul souvenir que j'ai de lui est l'état dans lequel il me mettait. Il a passé presque 20 ans à essayer de transmettre notre héritage, et tout ce que j'ai maintenant, c'est de la colère, de la haine et du regret. Nox, le directeur du site, a rassemblé l'équipe ce matin pour un court moment de deuil. Après des éloges brèves et laconiques, il m'a pris à part et m'a dit que 24 serait remplacé dans quelques semaines. Et que, comme il n'avait pas gardé de contact avec sa fille, il est probable que ses possessions allaient être rejetées et qu'elles sont maintenant techniquement propriété de la fondation. Le directeur m'a indiqué que si je voulais garder une ou deux choses lui appartenant, je devais le faire tout de suite. Son bureau était relativement quelconque, son cousin de chaise confortable et écrasé, quelques jouets de bureau et beaucoup de livres de biologie marine que je devais regarder un jour. La seule chose que j'ai prise était une statue de Ganesh posée à côté de la fenêtre. Je ne suis pas certain moi-même de savoir pourquoi, mais elle est maintenant posée sur l'étagère à côté d'une photo de ma femme, de ma fille et de moi-même sur une terrasse au bord d'un lac. C'était une excursion quelconque dans quelques pièges à touristes de Lucknow, mais c'est vraiment l'une de nos plus jolies photos. Tous les classes D sont restés calmes cette semaine, ce qui est très bien.
Hormis la dépression habituelle et les pertes de mémoire dues à l'explosion à SCP-3000, tout était en ordre. Quelquefois, je les envie. Tout ce qu'ils savent, c'est ce que nous cherchons à retirer, une saleté d'une grosse murène. Ils ne savent rien de son importance, oui, pourquoi il est crucial qu'ils le collectent et combien cela nous aide. Bien sûr, l'avantage est dans la division psychologique du projet Hatzak et la conscience de ses effets potentiels. Je suis conscient de ce qui arrive à ma psyché. Je sais que j'ai des souvenirs qui ont disparu et des morceaux qui sont maintenant perdus. Je me souviens d'un jeune homme sur une bicyclette, devant l'entrée d'une cour de récré, semble-t-il dans les années 80, quand j'étais à Singapour. Il rayait. Pourtant, je ne sais pas si cet homme était un ami, un amoureux, un fils, un ami de la famille. Qui est ce jeune homme? Peut-être un Italien? Peut-être un Australien? Peut-être que ce n'est même pas du tout un souvenir cher. J'ai de nouveau regardé la statuette de Ganesh et la photo de ma fille. C'est vraiment un peu honteux, j'ai réellement oublié la majorité de ce que j'ai fait avec elle. J'ai commencé à apprendre des poèmes et des chansons hindoues. J'ai fait des copies de Veda. Mais je n'arrive pas à mémoriser correctement les vers. J'ai pensé à ce que m'a dit 24 avant de mourir. Sa profonde peur de la médiocrité, incapable d'émerger de la mer, des humains qui marchent à la surface de la Terre. Il a travaillé pour la Fondation pendant des années, et bien qu'il ne soit pas l'un des noms parmi les plus connus de la Fondation, il n'est pas non plus vraiment anonyme. Il a été le plus important des biologistes marins de la Fondation, l'expert qu'on envoyait pour tout ce qui était aquatique et plutôt assez révéré. Je suis en fait surpris par sa jalousie. Il n'a jamais été le type pompeux et tape à l'œil, et je n'aurais jamais deviné qu'il voulait la célébrité et la reconnaissance. Peut-être avait-il peur d'être condamné à la médiocrité. Peut-être que le silence de cet endroit lui rappelait quelque chose de pire. Addendum 3000.6. Note sur la mission Hatzak. Classifiée au niveau 5. Certains des nouveaux affectés avaient des questions à propos de notre travail ici, donc je publie cela pour éclairer le plus possible de ces questions. Libre à vous de contacter mon bureau si vous en avez d'autres. Le protocole Hatzak est une méthode pour récolter et fabriquer le composant Y909. Il s'agit d'un épais liquide gris et saumâtre que SCP-3000 excrète via son métabolisme. Nous ne savons pas exactement comment il le fait, mais nous avons des suppositions et aucune n'est une bonne chose pour nous. Au départ, nous pensions qu'il saignait. La première équipe que nous avons envoyée chercher SCP-3000 était partie pour collecter des échantillons sanguins pour analyse. Lorsque SCP-3000 a attaqué et les a consommés, puis a produit davantage cette substance, nous avons compris que nous cherchons quelque chose d'entièrement différent. Ce n'est définitivement pas du sang, c'est plutôt semblable à un jet de prion. C'est extrêmement toxique et passer trop de temps à proximité de ce truc provoque les mêmes effets qu'une exposition à SCP-3000. Paranoïa, perte de mémoire, pensée suicidaire, etc. Raffiner le Y909 brut, ce que les processeurs appellent gelée de murène, nous permet de créer des amnésiques plus efficaces que tous ceux auxquels nous avons pu avoir accès dans l'histoire de cette organisation. De là vient tout le dilemme éthique. SCP-3000 ne crée l'Y909 qu'après avoir mangé, et il ne mange que des humains. Souvenez-vous lorsque j'ai dit qu'on avait des idées de la façon dont il faisait cela? Certains de nos biologistes ont émis l'hypothèse que SCP-3000 anéantit tout ce qui fait que les créatures intelligentes sont intelligentes, le filtre par une partie quelconque de sa peau, et les terres résiduelles est ce que nous collectons. Vous voulez savoir quelque chose de vraiment tordu? On a fait des radios de cette chose, pour savoir comment ça se passait à l'intérieur. C'est plein de cadavres humains. Il ne les digère pas du tout. Il fait autre chose, et le résultat est l'Y909. Lorsque nous avons utilisé Y909 pour la première fois, nous avons tenté de le synthétiser. Nous avons obtenu quelque chose de proche à ce que nous cherchons, Y919, mais les effets secondaires étaient catastrophiques. Les amnésiques auraient fonctionné, on aurait fait oublier les gens des événements, des personnes, etc. Mais ils auraient également commencé à oublier d'autres choses. La détérioration mentale se serait aggravée jusqu'à ce qu'il ne reste rien, puis ils seraient morts. Quelques-uns de nos chercheurs pensaient que nous serions capables de comprendre comment diminuer la sévérité de ces effets secondaires, mais le coût pour continuer ces essais aurait été catastrophique, et le programme a été interrompu. Ce n'est pas un secret. Ce que nous faisions est odieux. Le comité d'éthique, le comité de classification, il cherche tous les moyens plus tolérables que les moyens actuels. Mais la dure vérité est que si on veut du Y909, on doit nourrir SCP-3000 avec des classes D. Autrement, nous serons forcés de retourner à des âges sombres métaphoriques où nous amnésions les gens avec des opiacés et du chloroforme. La bonne nouvelle, c'est que nous développons des câbles ROV qui devraient être capables de faire le travail de collecte de la substance brute à la place de nos équipes de plongée. Cela éliminera toute possibilité de perte accidentelle comme celle que nous avons eue par le passé. Et c'est un bon premier pas. Pour tout le reste, seul le temps nous le dira. Addendum 3000.7. Journal personnel du Dr Manava. Ce qui suit est le texte intégral d'une page écrite de la main du Dr Manava, qui a été déchiré et placé sur sa table de chevet. J'ai passé beaucoup de temps sur cette mission en essayant de comprendre les effets sous-jacents sur ces individus exposés à un danger sensitif de classe 8. J'ai dirigé de nombreuses interviews avec le personnel, rédigé un grand nombre de rapports psychologiques, mais je n'ai pas été capable de déduire correctement ce qui, chez cette créature, pouvait mener un homme parfaitement sain à ouvrir la porte du sas et se jeter dans la gueule de la murène. Plus tôt ce week-end, pendant que je préparais mes notes pour un autre rapport, j'ai accidentellement fait tomber une photo de moi, ma femme et ma fille sur la table de nuit. Le verre s'est brisé quand il a touché le sol, et ma photo est tombée. Pendant que je nettoyais, j'ai remarqué quelque chose de noté sur l'envers de l'image. Ça disait « Anand, Chantilly et Padma, juin 2002 ». Mais l'écriture n'était pas la mienne, c'était celle de 24. J'étais intrigué. Pourquoi 24 aurait écrit sur le dos d'une de mes photos? Je n'y ai pas pensé plus que ça sur le moment.
J'ai nettoyé le désordre et je suis retourné à mes occupations. Mais cette question me taraudait. C'était une petite chose, facilement explicable par des dizaines de manières, mais je n'arrive pas à saisir laquelle semblait la bonne, jusqu'à ce que je sois frappé la nuit dernière par une horrifiante pensée qui m'a empêché de dormir. J'ai accédé aux archives du personnel de la Fondation et appris une vérité que je ne peux pas accepter. Chantier était la femme de 24. Padma était sa fille. Les registres sont clairs. La vie dont je me souviens, les expériences que je suis certain d'avoir vécues avec elle sont les expériences et les souvenirs de 24. Pas les miens. Je n'ai jamais été marié et je n'ai pas d'enfant. Même maintenant, je peux voir ma femme dans mon esprit, l'entendre rire, sentir ses cheveux. Mais je sais que c'est à travers 24 que je la vois. Pas moi. L'horreur de cette réalisation a été remplacée par une étrange sorte de peur. J'ai compris ce que fait la murène. Quelque chose à propos d'elle, une partie latente de sa création exècre la cognition. Cela brise la conscience humaine et éparpille la partie de nous que nous pensons être une âme, jusqu'à ce que tout ce qui reste soit ce que nous sommes réellement. Des signaux électriques qui un jour deviendront inertes. Si je ne peux même pas me rappeler de moi-même, comment puis-je m'attendre à ce que quiconque se rappelle de moi? J'ai oublié ma propre vie, et je suis étrangement indifférent à cette révélation. Je disparais dans les ténèbres comme l'ont fait des milliers d'autres avant moi, et comme le feront des milliers d'autres après moi. Personne n'y fera attention puisque je serai oublié. Je ne désespère pas pour mon propre sort, mais pour nous tous. Vous et moi, nous ferons tous face à l'anéantissement. Je ne suis pas important. Vous n'êtes pas important. Des gouttelettes de non-pertinence étirant des éternités dans la mer du temps. Nous pourrions nous battre contre cela. Mais notre défaite est inéluctable. Je ne peux pas croire que la murène soit dans Tachécha. Je ne pense pas que ça importerait si c'était le cas. Ce qui est clair pour moi maintenant, alors que je me sens tombé en pièces, ce n'est pas que la murène est quelque créature mythologique ou un serpent divin. Peut-être est-ce juste une créature primitive qui nous a échappé, sans méchanceté. Peut-être est-ce vraiment une déité primordiale s'abritant sous la surface. La murène n'est pas un signe avant-coureur de ma mort ou de la ruine de l'humanité. La murène n'est pas la fin de toute chose. Elle nous montre seulement à quoi ressemble la fin. Et malgré tout ce que l'on pourrait croire, chaque idéal que nous avons ou destin pour laquelle nous prions, je sais que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Notre fin sera une fin oubliée. Le docteur Manava a été découvert plus tard évanoui près du Sassaria. Les enregistrements laissent penser que le docteur Manava a pénétré par effraction dans le casier de stockage de bord et ingéré une quantité significative de Y909 brut. Le docteur Manava a été évacué de l'eremita et emmené au site 151 pour analyse.